Quand je suis entré à l'INSERM, j'ai commencé à travailler, enfin quand je dis j'ai, c'est toute mon équipe qui était toute petite au début et puis qui a cru progressivement pour faire une équipe d'une quarantaine de personnes. Et on s'est intéressé à comprendre ce que l'histamine faisait dans le cerveau. À l'époque où j'ai commencé à travailler, on ne savait pratiquement rien. On savait qu'il y avait un peu d'histamine dans le cerveau. On connaissait par contre ce que l'histamine faisait en dehors du cerveau. On savait qu'elle était impliquée dans des phénomènes d'allergie et qu'elle était impliquée dans la sécrétion gastrique. Mais des outils pour comprendre ce qu'elle faisait dans le cerveau, eh bien, il n'y en avait pratiquement pas. Et notre travail a consisté dans un premier temps à comprendre comment l'histamine était fabriquée dans le cerveau. Pourquoi on avait montré que l'histamine injectée dans le sang ne pouvait pas entrer dans le cerveau. Donc s'il y avait de l'histamine dans le cerveau, c'est qu'elle était fabriquée localement. Mais on ne connaissait pas l'enzyme qui la fabriquait. Alors notre premier travail a été d'identifier l'enzyme qui la fabrique. À ce moment-là, on identifie l'enzyme qui la fabrique. Elle s'appelle l'histidine décarboxylase. C'est une enzyme qui agit sur un acide aminé, l'histidine, pour donner l'histamine. On l'identifie et surtout, on localise l'enzyme dans des terminaisons nerveuses. À partir de cela, ça suggérait déjà que l'histamine était ce qu'on appelle un neurotransmetteur, c'est-à-dire une substance qui est libérée par un neurone, un type de neurone, pour agir sur un autre type de neurone. Et on s'est intéressé aussi au mécanisme de libération de l'histamine. Et on a montré que lorsque il y a un influx nerveux qui arrive dans une terminaison nerveuse qui a fabriqué de l'histamine, eh bien, ça libère de l'histamine. Donc, ça ressemblait de plus en plus à un neurotransmetteur. Il fallait aussi, pour que ce soit un neurotransmetteur, qu'il y ait des récepteurs qui agissent sur les cellules cibles. Et on a identifié successivement les récepteurs, les deux types de récepteurs qui étaient connus à l'époque, le récepteur H1 et le récepteur H2, comme étant présents dans le cerveau. L'histoire de l'identification du récepteur H2 est liée au travail de Sir James Black et de Robin Ganley, qui sont deux chercheurs qui, à l'époque, ont mis au point le premier antagoniste des récepteurs H2, le tagamète. Et ce produit a été un produit qui a fait des miracles dans le traitement de l'ulcère duodénal, mais surtout, ça a été pour nous un outil de travail. Et avec cet outil de travail, on a pu montrer que le cerveau exprimait aussi des récepteurs H2 de l'histamine. Et on a compris aussi que l'histamine jouait un rôle dans l'éveil parce que les antihistaminiques H1 qui entrent dans le cerveau, eh bien, ils ont des effets sédatifs. Quand on a compris ça, on s'est les industries pharmaceutiques se sont mis à fabriquer des antihistaminiques de deuxième génération, c'est-à-dire qui n'entrent pas dans le cerveau pour éviter les effets sédatifs.